Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller. Où ce soir, c'est une soirée spéciale avec les finalistes du prix Orange 2023. Je vais vous les présenter tout de suite. Il en manque une, alors on va l'excuser. C'est Perrine Tripier. Elle a un petit souci technique, donc elle arrivera un peu plus tard. On la prendra en cours de route. Et on attend aussi le président du jury qui est Jean-Christophe Ruffin. Mais en attendant, je vous présente Marie Charelle. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors vous, c'est Les Mangeurs de Nuit paru aux éditions de l'Observatoire. En dessous, on a Mattia Filice. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Bonsoir Mattia. Bonsoir Nathalie, bonsoir Paul, Marie et Alexia. Donc moi, c'est Mécano aux éditions POL. Ensuite, on a Paul Saint-Brice pour... bonsoir Paul, pardon. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors vous, c'est L'Allègement des vernis sorti aux éditions Philippe Ray. Et Alexia Stresi. Bonsoir Alexia. Bonsoir à tous. Pour Des lendemains qui chantent, paru aux éditions Flammarion. Comment ça va à 14 jours du résultat? Ils parlent plus, ils sont tendus. Alors, allez, en introduction, je vais vous montrer quand même vos livres. Alors, on va tous les voir en même temps, comme ça sera plus simple. Voilà, ils sont là, ils sont beaux. Donc, L'Allègement des vernis, Paul Saint-Brice, Des lendemains qui chantent, Alexia Stresi aux éditions Flammarion, Mattia Filice, Mécano aux éditions POL, Les guerres précieuses, Perrine Tripier aux éditions Gallimard et Les Mangeurs de Nuit, Marie Charelle aux éditions de l'Observatoire. Les voilà. Donc, je vais rappeler que le prix Orange, il existe depuis 2009. Il est porté par la Fondation Orange et il récompense un livre qui est sorti à la rentrée littéraire d'hiver, qu'on appelle de janvier, qui est édité en français et qui est écrit en français aussi. Donc là, il y a quand même... Et donc, il est soumis à un jury. Et ce jury, il est donc présidé par Jean-Christophe Ruffin. Donc, je vais prendre ma petite fiche parce qu'il y a 16 membres du jury. Il y a des libraires, il y a des auteurs et des lecteurs. Pour la partie auteur, il y a Laurine Roux, qui était la lauréate de l'année dernière. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a un des 5 qui, le 14 juin, le soir du résultat, intégrera le jury 2024. Petite pression supplémentaire. Après, il y a Luc Blanc-Villain, Pauline Delabroix-Allard, Victor Gestin, Blandine Rinkel. Côté libraire, on a Amandine Doll de la librairie de Paris, Hélène Boyel-2, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, de la librairie L'Armitière, 7 lecteurs, ça c'est très important, issus de la communauté de lecteurs.com, grosse communauté littéraire et qui est notre partenaire principal, et un comité d'anciens lecteurs jurés qui compte pour une voix. Donc là, on a parlé de la partie un peu technique du prix Orange. Ça représente quoi pour vous, le prix Orange? Allez, Paul, il va ouvrir le bal, Paul. Merci. Pour moi, je pense que c'est un prix qui trouve justement comment dire, sa beauté dans ce jury mixte. Et donc, voilà, et en sollicitant aussi les avis des lecteurs, qui ont fait un véritable prix populaire. Et je pense que c'est tout son intérêt. Et voilà, et son aura aussi. Alexia, le prix Orange? Tout à fait d'accord avec Paul. C'est vrai que la spécificité liée à la composition assez hétérogène du jury en fait un prix vraiment formidable. Par ailleurs, c'est un prix qui, au début, comporte énormément de titres et puis qui s'étire dans le temps. Et là, on est fin mai, on sera mi-juin. Et c'est vrai qu'on s'est tous lus ou découverts, ou on a vécu les sélections successives avec un enthousiasme et une fébrilité qui gagnaient. C'est formidable. Et c'est une formidable vitrine, c'est un formidable soutien. C'est bien. Mattia? Je trouve ça chouette qu'on donne la parole aux lectrices et aux lecteurs à travers ce prix. Et après, au niveau du vote, il ne faut pas oublier, je pense que on vote un peu pour soi-même dans le sens où, en fait, en lisant un livre, on est en même temps en train de l'écrire. Intéressant. Marie? Alors Marie, elle est habituée, elle vient de recevoir plein de prix, elle est encore là, on la félicite. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire d'être dans cette finale du prix Orange? Bah oui, oui, parce que comme l'ont dit Paul et Alexia, c'est un prix de lecteur, quoi. Donc il y a rien de plus beau de se dire que déjà on est lu et que c'est eux les lecteurs grâce à qui on existe, quoi, qui vont choisir le bouquin qui leur plus plu. Et je pense que c'est difficile parce que c'est une belle sélection. Donc
j'aimerais pas être à leur place parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est difficile de choisir quand on a aimé plusieurs bouquins, sur quels critères, c'est des histoires différentes qui ont toutes, voilà, qui nous emportent ailleurs. Donc, voilà, c'est pas facile non plus d'être du côté des lecteurs. Je vous rappelle que vous êtes un petit peu en campagne. Le vote est ouvert jusqu'au 7 juin minuit. Donc, vous pouvez voter pour l'un des 5 finalistes et on aura donc le lauréat, en même temps que le lauréat du prix Orange de la BD, donc le 14 juin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire faire un exercice que je fais faire à tous les auteurs qui passent dans les rencontres. Je vais vous faire résumer votre roman en 1 minute, top chrono, comme ça tout le monde saura de quoi on parle. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, je vous laisse choisir. Marie? Allez. Je dirais que Les Mangeurs de Nuit, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre Jack, qui est cet homme des forêts taciturnes, baigné dans les légendes amérindiennes, et qui va rencontrer Anna, une jeune femme blessée par un ours dont il va devoir s'occuper malgré lui. Et ils vont tomber en amitié, si je puis dire, se rencontrer. Malgré leur histoire difficile, c'est la fin de la guerre. Elle est issue de cette communauté japonaise qui a été internée par les Canadiens durant la guerre. Et malgré ça, ils vont se reconnaître de par leur capacité tous les deux à se connecter au monde sensible, à vibrer dans la forêt, à être touchés par la poésie. Voilà, donc c'est d'abord une histoire d'amitié avec une grosse présence de la forêt. C'est d'abord un livre que je voulais écrire sur les forêts qui existent par les mythes, les légendes et par cette rencontre. Avant qu'il y en ait un qui enchaîne, nous avons l'arrivée de Jean-Christophe Ruffin parmi nous, donc le président du jury du prix Orange, s'il veut bien activer sa caméra et son son et qu'on l'entende vous dire quelques mots, si c'est possible. Ouais. Bonjour. On ne vous voit pas. Alors, je ne sais pas si... On vous entend. Oui, mais je pense qu'on ne pourra pas faire tellement mieux. D'accord, on va vous entendre, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas. Je viens de me battre pendant 10 minutes avec une mise à jour, mais à mon avis, elle n'est pas terminée. Voilà, je suis désolé, je suis en voyage et c'est très compliqué. Vous êtes pardonné. Bon, non, simplement pour accueillir nos finalistes, leur dire qu'on est très fiers de cette sélection de cette année, que le principe du prix, c'est justement d'essayer, à partir d'une sélection très large, qui n'est même pas une sélection d'ailleurs, qui est l'ensemble des romans parus depuis le mois de janvier jusqu'à fin mars, qui est de dégager en fait un choix à la fois pour le jury bien sûr, mais pour les internautes qui nous suivent donc sur lecteur.com. Donc le principe c'est d'avoir justement cette diversité. Je crois qu'on l'a cette année. Elle est manifeste avec de très beaux livres tous, dans des styles différents, dans des genres différents, dans des approches romanesques différentes. Et c'est le principe. Et je rappelle, peut-être vous l'avez dit, et pardon encore de vous avoir rejoint tard, que le jury du prix est composé à la fois d'écrivains, de libraires, de lecteurs, d'auteurs, bien sûr, et que toute cette diversité, finalement, nous permet d'atteindre comme ça ces choix de lecture très attentifs, parce que je voudrais souligner à quel point ce jury travaille beaucoup, lit les livres, et je vous dis, au départ, il y en a beaucoup, et que finalement, chaque année, on voit se dégager comme ça une sélection qui est très intéressante. Donc, par-delà le nom de là ou du gagnant final de ce prix, je voudrais vraiment dire que les 5 auteurs et autrices qui sont présents dans cette sélection ont vraiment été remarqués, que leurs œuvres ont été extrêmement appréciées et qui sont tous d'une certaine manière et à leur manière les gagnants de ce prix de cette année, et nous en sommes évidemment très fiers. Voilà. En tout cas, c'est une belle sélection que vous nous avez faite. Donc, je crois que la première réunion, vous faites une shortlist de 20 titres, et c'est à la seconde que vous passez aux 5 romans finalistes, c'est ça, Jean-Christophe? Oui, c'est ça. Alors, le début est assez dantesque, parce qu'on se retrouve avec environ 70 livres, si vous voulez. Bon, ce qui est humainement difficile à évidemment absorber, mais la chance que nous avons dans ce jury, c'est justement qu'il y a des approches différentes. Donc, on procède, j'allais dire, par
fusion des centres d'intérêt ou des choix des uns et des autres, ce qui permet de ne rien oublier, de couvrir un peu tout, même si chacun n'a pas pu tout lire. Ceux, en tout cas, que nous défendons, que chacun défend, sont lus et bien lus. Et puis, effectivement, quand on approche de la deuxième sélection, qui représente 10 ou 11 titres, alors là, évidemment, tout le monde lit tout. Et les discussions sont très vives parce que les points de vue sont toujours défendus avec beaucoup de cœur. Ce n'est pas un jury, entre guillemets, professionnel, c'est un jury de passionnés, c'est un jury de personnes qui, pour certains, n'ont jamais participé à ces jurys, mais qui sont tous des lecteurs, hein, et qui, d'ailleurs, souvent se retrouvent après, pendant les années suivantes, à tel point que nous avons mis dans le jury maintenant des représentants des jurys précédents, parce qu'ils continuaient de se voir, qu'ils avaient créé un lien entre eux et qu'ils se passionnaient pour cet exercice. Voilà, on fait cette fusion des talents, des points de vue, aboutit à une sélection qui est toujours en effet très riche, et elle l'est particulièrement cette année avec 5 titres qui vraiment balaient tout le champ, je dirais, enfin pas tout le champ, mais en tout cas un très large éventail de la création romanesque contemporaine qui montre sa vigueur, hein, dans le domaine francophone et français. Et voilà, donc on est très heureux de ce choix, et je félicite personnellement en tout cas les lauréats qui sont représentés dans cette sélection. C'est parfait. En tout cas, un grand merci Christophe d'être venu vous connecter, vous parler de ce prix. On va vous libérer. Bon séjour en Sicile et puis à très bientôt en librairie, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était le mot du président. Ça, c'était bien de l'avoir 5 minutes. On ne l'a pas vu, mais on l'a entendu, c'est le plus important. Donc, je ne sais pas qui après va enchaîner après Marie. Un garçon peut-être pour faire une petite parité. Paul. Bien. Alors, donc, l'allègement des vernis raconte l'histoire d'Aurélien, directeur du département des peintures au Louvre, qui est un conservateur par son métier, mais aussi un conservateur par ses valeurs, et qui voit avec effroi arriver une nouvelle présidente issue du monde de la communication. Et cette présidente va lui imposer, d'une certaine manière, avec l'aide de cabinets de conseil, enfin, voilà, elle va lui imposer la restauration de la Joconde. Et pour lui, évidemment, c'est une chose terrible, mais il va se mettre à la recherche d'un restaurateur pour mener à bien cette mission. Et au même moment, dans une salle du musée, un agent d'entretien danse avec les statues au volant de son autolaveuse, et toutes ces destinées vont se croiser au sein du musée du Louvre. Et l'allègement des vernis, c'est en fait un prétexte pour parler de notre rapport au changement, pour parler de notre rapport à la beauté, et voilà, d'interroger la manière dont on voit, dont on vit là. Et voilà. Et donc, c'est ce que raconte le livre. Au-delà du cadre des œuvres d'art, ce n'est pas un livre qui s'adresse uniquement à ceux qui aiment l'art, mais c'est un livre qui trouve son universalité justement dans ces questions du changement et de notre rapport à la beauté. Parfait. Alexia, on va enchaîner. Alors, mon roman raconte la vie et le destin, il faut parler de destin, d'un orphelin italien qui est né juste avant la Première Guerre mondiale. Évidemment, on imagine une vie de souffrance, de misère. Alors, pas du tout. Elio Leone, puisque c'est son nom, c'est un être solaire qui non seulement va s'en sortir, c'est-à-dire va déjouer les déterminismes terribles qui pèsent sur lui. Non seulement il va s'en sortir, mais il va devenir l'un des plus grands ténors, l'un des 3 ou 4 plus grands ténors du XXe siècle. Et comment va-t-il y parvenir ? Grâce à sa voix, bien sûr, une voix d'une beauté hors norme, grâce aussi à des rencontres qu'il fait, des rencontres avec ceux que, dans les livres, vous savez, on appelle des personnages secondaires.
mais qui dans la vie sont providentiels et qui vous sauvent. Voilà, des gens vrais. Et alors, j'imagine qu'à sa manière, Des lendemains qui chantent pourrait être qualifié de roman d'apprentissage, puisqu'il est question de l'enfance, des années de formation, et puis d'un héros, Elio, parvenu à l'âge d'homme. Mais moi, je l'ai pensé, écrit, et je le vois vraiment plutôt comme un roman d'aventure humaine. Voilà. D'aventure humaine, on va enchaîner sur le grande aventure humaine. C'est le livre de Mattia Felice Meccano. Alors, Mattia, le pitch. Là aussi, ça commence par un apprentissage où on suit le narrateur dans un monde qui est nouveau pour lui, un univers où les frontières sont tracées de rails avec une langue singulière, propre. Et de fil en aiguille, on découvre avec lui comment c'est possible de se perdre, de perdre son chemin tout en étant sur les rails, car il apprend à conduire des trains. Je crois que j'avais oublié l'essentiel. Et d'avoir un chagrin d'amour à 200 km/h. Et puis, c'est aussi l'apprentissage de la solidarité et d'une identité collective, et plus généralement du monde du travail qui est trop souvent invisible et qui pourtant est indispensable. Parfait. Alors, je vais résumer très rapidement. J'espère que Perrine pourra le faire. Son roman qui s'appelle Les Guerres précieuses. En fait, moi, je dirais que c'est sur les souvenirs en 4 saisons à travers le prisme d'une maison, d'une dame qui est actuellement en EHPAD. Je vais montrer juste le visuel de son livre. Le voilà. Et j'espère qu'elle va arriver pour nous en parler plus longuement. Alors, on a 2 primo-romanciers à l'écran et 2 autrices confirmées. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous êtes rentrée en écriture. Quel a été le déclic? Alors, je suppose que c'est Paul et moi. Oui, mais aussi Marie et Alexa, ça peut être intéressant parce que, voilà. Après, est-ce que vous avez une question à poser directement? C'est interactif, vous pouvez vous poser des questions entre vous, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas que moi qui suis le maître de cérémonie ce soir. Donc, Mathieu, vous, comment, j'ai envie de dire, on passe de projectionniste, chose que vous étiez, à conducteur de train et maintenant à auteur? Parce qu'on peut le dire, vous êtes vraiment un auteur maintenant. Non, vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je peux le dire. Non, je ne me reconnais pas comme tel parce que je continue à conduire des trains et c'est extrêmement chronophage dans mon quotidien. J'essaye de trouver le temps, mais de tracer des lignes au-delà de celles que je trace depuis la gare Saint-Lazare. Je pense que c'était un besoin, c'est vital parce que on est très nombreux quand même à faire un métier qui peut être grisant au début, mais qui va être usant à la longue, et on n'a pas forcément le sentiment de se réaliser. Et je pense qu'il n'y a rien qui me distingue le train que je réalise de celui des autres. Et du coup, c'était tout simplement vital. Après que ça a eu la chance d'être publié, ça tient presque du miracle. Et quand l'éditeur a montré son enthousiasme, j'avais plutôt tendance à chercher la caméra cachée. Et vous, Paul, comment vous êtes rentré en écriture? Moi, je pense aussi que ça vient aussi de mon métier. Moi, je suis dans la vie, je suis directeur artistique et réalisateur, photographe, et j'ai été saisi, je dois dire, d'une forme de vertige par rapport à la frénésie visuelle de notre époque, à toutes les images qui déferlent sur nous. J'ai réalisé des publicités dont j'ai eu l'impression qu'elles ont duré 48 heures sur les réseaux sociaux. Et je me disais, ça va tellement vite. Et je m'intéresse aussi à la peinture et je me disais, est-ce que notre génération est capable de créer des images qui vont nous survivre 500 ans comme les grands chefs-d'œuvre de la Renaissance? Est-ce qu'on est encore capable de s'arrêter sur une image? Est-ce qu'on est capable d'aimer une image encore? Et donc, ça vient de là, moi, véritablement. Et puis à ça, peut-être, s'ajoute une autre préoccupation qui est donc cette question du changement dans une époque qui en demande et qui nécessite tellement de changements, mais dont on voit bien aussi que ce n'est pas facile. Et je me suis vraiment... oui, je voulais être en empathie avec un conservateur qui aurait envie de changer, mais qui, pour différentes raisons, n'y arrive pas comme il souhaiterait. Enfin, qui n'arrivait pas à se retrouver dans le monde contemporain. Et je pensais que c'est un sujet qui me parlait. Et voilà, donc je voulais
c'est là-dessus que j'ai voulu écrire. Alors, Marie, c'est votre 7e roman, mais on aimerait bien savoir quand même comment vous avez passé le cap de publier le premier roman. Comment vous êtes rentrée dans l'écriture, vous aussi? Alors, j'ai toujours eu beaucoup d'histoires dans la tête. J'étais une enfant qui racontait beaucoup d'histoires tout le temps à tout le monde. Et à un moment, j'ai eu besoin de les écrire. Mon premier roman, c'était des histoires entremêlées comme ça que j'avais dans la tête depuis longtemps. Et à aucun moment, je me disais, j'écris un roman, quoi. Il faut que je les pose parce que faut que je passe à autre chose, quoi. C'était presque du besoin de me décharger. Et puis à un moment, j'ai eu un texte qui commençait à ressembler à un manuscrit et j'ai mis du temps à l'envoyer, quoi, à le faire lire. Et ça a commencé comme ça. Ouais, je vois que Perrine est en train de nous Oui, rejoindre, donc bonne nouvelle. elle arrive. Quoi, elle va arriver. Mais Et puis voilà, aujourd'hui, il y a toujours ça. Et comme Paul et Mathia, il y a ce pas de côté par rapport à mon métier de journaliste. Je crois que j'ai autant, en tant que lectrice qu'en tant qu'autrice, j'ai besoin de ce temps qui n'est pas celui de l'actualité, qui n'est pas celui de la folie des réseaux, des médias. C'est un refuge, autant la lecture que l'écriture pour moi, quoi, pour prendre le temps de sortir du monde d'essayer de le voir et de le comprendre. alors, on va accueillir tout de suite Perrine Tripier qui vient de nous rejoindre. Si Perrine veut bien activer sa caméra et son son, on sera ravis de la voir apparaître à l'écran, si ça fonctionne bien. Est-ce que vous nous entendez, Perrine? Alors, Perrine, il faut activer le son qui n'est pas activé. Ce sont les aléas du direct, chers amis. Voilà. Vous m'entendez? C'est parfait. Et est-ce que vous pouvez juste mettre votre téléphone, j'imagine, en mode paysage? Excusez-moi pour le point technique à nos amis téléspectateurs. Mode paysage, oui, je vais essayer. Voilà, parfait. Alors, on va vous prendre comme ça au vif. Est-ce que vous pouvez nous... Déjà, bienvenue dans la rencontre avec... Alors, on a dit qu'on faisait comme Mathia a dit dans son livre, on est dans le monde ferroviaire, tout le monde se tutoie. Donc, je vais vous tutoyer. Vous allez donc tutoyer vos confrères et vos consoeurs et moi-même par la même occasion. Est-ce que tu peux nous résumer en 1 minute, parce que moi, je l'ai fait en une seule phrase et ce n'est pas assez suffisant, ce document que sont les guerres précieuses? Alors, dans ce roman, on suit une histoire d'amour entre une femme et sa maison. En fait, c'est une femme qui se retrouve à l'issue de sa vie en maison de retraite, un lieu qu'elle n'a pas choisi d'habiter, et qui se remémore donc le lieu qu'elle a choisi d'habiter toute sa vie, qui est la maison de son enfance, sa maison de famille. Et donc, elle replonge dans ses souvenirs pour quitter un lieu qu'elle n'aime pas, pour rejoindre le lieu idéal qu'elle a tant aimé quand elle était enfant, adolescente, adulte, et puis à l'approche de la vieillesse. Et donc voilà, c'est un roman qui est structuré en 4 saisons, été, automne, hiver, printemps, où on retrace tous les étés, tous les automnes de la narratrice, les hivers et les printemps, regroupés donc avec cette cyclicité, cette circularité des saisons qui permet aussi d'observer le monde d'une manière contemplative. Et donc voilà, c'est un roman sur les détails, les sensations, les souvenirs, la matière du temps. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé ou si... Non, c'est très bien, c'est parfait. Il ne faut pas en dire plus parce qu'on rappelle que tout le monde est en campagne ce soir. Il faut que les lecteurs aient envie d'aller lire ou ceux qui vous ont déjà lu aient envie d'aller voter pour vous. Donc, on va repartir sur Alexia pour savoir comment elle est rentrée en écriture et on reviendra parce qu'on ne va pas lui sauter dessus tout de suite à Perrine. Alexia, ton entrée en écriture? Alors, d'abord, elle a été tardive, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu quand je n'ai plus pu ne pas écrire. Mais j'avais repoussé ça. Moi, j'avais envie d'écrire depuis très jeune, depuis trop jeune pour moi. C'est-à-dire que j'avais une envie que je n'osais pas, d'une certaine manière, assouvir. Et je cherchais ma place. Du coup, comme vraiment, je ne sais pas si on peut parler de vocation, mais le désir profond qui était le mien, je n'osais pas, je ne me sentais pas légitime, enfin, toutes ces questions très intimes.
J'ai cherché une autre place et j'ai un temps exercé le métier de comédienne, ce qui me permettait à la fois d'occuper beaucoup de place et de n'en avoir aucune. Mais je me suis approchée des personnages et même sans doute déjà de la question de la voix des personnages à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai été scénariste, ce qui était une façon pour moi de commencer à écrire, mais discrètement, et d'écrire de façon, enfin, l'écriture scénaristique, c'est une écriture qu'on pourrait qualifier de soluble, c'est-à-dire qu'elle est amenée à disparaître dans le film. Et puis, tout ça nous amène à 37 ans, je crois. Et ensuite, il m'est arrivé quelque chose que Marie va très bien comprendre, c'est-à-dire que j'ai fait mes enfants et écrit mon premier roman la même année une année donc fertile, on va dire. Et j'ai trouvé un égal bonheur dans ces deux places et qui ont été incroyablement enrichissantes, qui se sont d'ailleurs enrichies l'une l'autre. Et depuis, voilà, je fais ça, j'arrive à le dire, j'arrive à dire à quel point j'y prends du plaisir. Et aujourd'hui, que j'ai enfin commencé, la chose dont je suis certaine, c'est que je ne voudrais plus jamais arrêter. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, tu viens de dire, je ne me sentais pas légitime. Souvent, les auteurs ont le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai envie de dire ce soir que là, vous n'êtes pas du tout des imposteurs, vous êtes à votre place. C'est un comité de lecteurs et de professionnels qui vous a mis dans cette finale, donc n'ayez aucun doute là-dessus. Alors, moi, j'ai eu la lourde tâche donc, de vous faire plaisir, mais de trouver des points communs. Et j'en ai trouvé 4. Et le premier qui m'est apparu sur ces 5 romans, c'est la grande humanité qu'il y a dans vos livres, dans tous. Il y a ça qui ressort, c'est l'humanité. Après, il y a la beauté. Alors, plus chez certains que chez d'autres, notamment chez Paul, puisque c'est le thème presque principal du roman. Il y a aussi la liberté, le temps qui passe et la transmission. Tout ça, c'est le point commun, les grandes thématiques communes à vos 5 romans. Vous les traitez différemment avec vos écritures. Alors, il y a un roman qui est un petit peu à part, c'est celui de Mathia, parce que c'est de l'autofiction. Et en plus, Mathia, primo-romancier, lui, s'est dit, je vais mettre une complexité supplémentaire, je vais écrire en prose et en vers. Mais pourquoi? Bon, c'est une réussite, mais pourquoi ce challenge? Pourquoi s'infliger ça? En fait, ça faisait longtemps que je voulais raconter un peu ce qui se passait dans le monde ferroviaire. Et justement, je bloquais sur la forme. Et c'est à partir du moment où j'ai eu un déclic grâce aux influences diverses et variées d'auteurs qui l'ont fait déjà bien avant moi, en fait. Mais parce qu'il y a de l'oralité dans la transmission. Souvent, dans le monde du travail, on se transmet les choses sans les écrire, uniquement à travers les anciennes générations. Et en fait, cette oralité, je voulais qu'elle apparaisse aussi dans l'écriture et à la lecture. Et puis bon, il y a aussi la ligne ferroviaire et tout le rythme en lien avec le train. Mais c'est plus ça que je voulais mettre en avant ici. Ça a été compliqué techniquement ou c'est venu tout seul d'écrire en vers? Parce qu'il est très poétique, votre roman. Il y a beaucoup de poésie. Alors, effectivement, ça nous rend plus sympa le train. Je n'ai pas dit que c'est pas sympa le train, mais c'est vrai que c'est des rails, c'est lourd. Vous l'expliquez, hein, que quand on veut freiner un train, c'est très compliqué. C'est un mastodonte, on se sent tout petit à côté. Mais il y a beaucoup de poésie. Vous êtes un poète dans l'âme, c'est naturel parce que c'est vraiment... Non, je me sens pas du tout comme tel. Surtout quand je suis en train de lire actuellement des poètes comme Cédric Demangeau non, ce serait trop d'honneur. Mais par contre, j'écris avec beaucoup de musique en permanence. Alors pas du Giuseppe Verdi comme c'est mis en avant dans ton récit, Alexia. C'est plus wagnérien, mais bon, il y a certaines ressemblances. Et puis du rap aussi. Et c'est ainsi que je retrouve le rythme que j'ai peut-être aussi en conduisant le train. Il y a de la musique aussi dans le roman de Paul. Et alors, ça, c'est complètement déjanté. Moi, ça m'a beaucoup fait rire et je trouve que ça a apporté énormément au roman. C'est ce personnage qui est, comment on dit, technicien de surface. Comment on appelle ça? Un technicien de surface? Oui,
Un agent Voilà. d'entretien. Ouais. Homero, il s'appelle Homero, hein, c'est ça? Homero, c'est pas Quelle exactement. idée. Mais lui, il est très très drôle. Et puis de le voir faire des chorégraphies au milieu des statues. On l'imagine très bien, hein, au milieu des statues au Louvre avec sa grosse machine. Ça a tout pété. Mais quelle idée. Et je pense qu'il est nécessaire. En fait, je pense que si j'avais un Aurélien qui est quelqu'un qui éprouve la beauté un peu dans sa tête, en fait, hein, parce c'est un intellectuel qui a hérité d'un fardeau un peu comme ça, que son regard est un héritage, en fait. Et il me fallait quelqu'un qui soit le contraire et qui aille vers les œuvres avec un pur élan du cœur. Et donc, très vite, je me suis dit, il faut aller une contrepartie à mon personnage, à mon protagoniste de conservateur. Et voilà, donc d'où Homero. Et donc, c'est pour ça aussi, Homero, il a cette trajectoire un peu particulière, puisqu'il n'a pas de. Finalement, il n'a pas connaissance de ce qu'il voit, enfin, il n'a pas de connaissance académique, mais voilà, il rend hommage à la beauté en la célébrant dans une forme de ballet. Et moi, j'y vois une forme oui, de poésie pure, mais aussi de. Je pense qu'Internet, en fait, c'est assez. Quand on regarde tout ce qu'on trouve sur Internet, ça, il y a beaucoup de gens qui ont ces sortes de célébrations. Je ne sais pas si c'est si déjanté que ça. Je pense que c'est, en fait, si on s'écoutait vraiment, peut-être qu'on ferait plus de choses comme ça, en fait. On aurait plus naturellement cette expression, cette liberté d'expression devant les choses qu'on aime. Enfin, je vais y croire, voilà. Ça, c'est très réussi, ça contrebalance très bien effectivement le profil d'Aurélien et de Daphné aussi, qui est la chef, entre guillemets, le N+1, on va dire, d'Aurélien. Non, non, c'est très réussi. Moi, je voudrais qu'on revienne du côté de Perrine. Alors, Perrine, elle a 24 ans et elle arrive à se mettre dans la tête. Elle a quel âge, votre personnage principal? Elle a quel âge? Alors, au moment... Ah, petit souci technique. On ne vous entend pas. Où elle replonge dans ses souvenirs, plus de 80. On ne vous entend pas en fait, Perrine. Vous avez le micro coupé. Allô? Là, allez-y. Oui, elle a quel âge? Ma narratrice, elle a plus de 80 ans. Comment on fait quand on a 24 ans pour se mettre dans la tête d'une personne de 84 ans et d'avoir ce recul incroyable que vous nous écrivez dans votre roman? Alors, premièrement, j'ai toujours été entourée d'adultes et de personnes âgées, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, de qui j'étais très proche et qui me parlaient beaucoup de leur perception du temps qui passe, de ce qu'il reste, de la matière des souvenirs, de comment aussi les souvenirs se pervertissent avec le temps, donc de leur corps changeant aussi. Enfin, on discutait beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est le pouvoir de la fiction, en fait. C'est ce travail un peu d'acteur que doit faire l'auteur c'est un travail d'empathie aussi, de se mettre à la place de ces personnages et donc d'imaginer, de modeler sa propre perception du monde pour qu'il corresponde aux personnages qu'on a envie de créer. En tout cas, c'est complètement réussi et c'est quand même bluffant d'avoir ce discours quand on a votre âge et c'est vraiment intéressant. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que il y a plusieurs d'entre vous qui prennent, vous, l'importance des lieux. La maison est un véritable personnage. Le train, chez Mathia, est un véritable personnage. Le Louvre, la Joconde, est un véritable personnage. Pareil, Verdi, les ténors qui sont à côté sont des véritables personnages. Chez Marie, c'est pareil. Les chiens, les ours, la nature sont des vrais personnages. Ça a été compliqué pour vous d'en faire des personnages? C'était une volonté propre ou ça s'est imposé à vous? Ils se sont imposés dans l'écriture. Alors là, qui veut répondre en premier? Voilà. Est-ce que... Moi, je voudrais bien dire quelque chose, mais pas répondre à la question que tu viens de poser, mais revenir sur les points communs éventuels de nos 5 livres. Quand tu les as énumérés, l'humanité, la liberté... la beauté, le temps et la transmission. Oui, je me suis dit, mais quelle magnifique société ça fait. Tout à coup, c'est comme
un idéal véritablement de société. Et je me demande quand même si on n'a pas tous amené dans nos livres quelque chose qui nous manquerait un petit peu en ce moment, soit dans nos vies, soit dans le monde tel qu'on le regarde. Mais c'est vrai que là, à vous écouter parler et à écouter les fils que tu croisais entre nos différents romans, je me suis dit, c'est sans doute pas un hasard si on s'est attelé, voilà, ou ce que Perrine vient d'ajouter, du lien de l'écoute l'un de l'autre et du lien transgénérationnel. On voit bien se dessiner quand même un manque, un besoin et sans doute la volonté modestement, enfin, mais de réparer, de participer à une proposition différente en tout cas. Marie veut réagir, je vois qu'elle... Oui, pour faire le lien à la fois ce que tu viens de dire, Alexia, et ta question, Nathalie, je crois qu'en effet, quand on écrit, on amène un peu quand même de ses idéaux et de son humanité, si on peut dire, de ses envies. Et par rapport au lieu, moi, c'était vraiment la forêt, l'envie première depuis longtemps, qui a été encore plus renforcée par ce qu'on a vécu ces dernières années, les confinements, cette sensation d'étouffement. Moi, j'avais besoin, en tant qu'lectrice et en tant qu'écrivante, quoi, d'ouvrir les fenêtres, de partir loin, et aussi de parler du lien au vivant, qu'on dit qu'on a envie d'amener, d'aimer, de protéger de cette nature, ce vivant qu'on est en train de perdre. Moi, ma question, c'était comment le faire exister dans un livre, comment faire de la nature, de la forêt, un personnage. J'ai beaucoup cherché parce que c'est pas que la description, ça a été par Jack et Anna qui, eux, sont connectés, qu'on se sens cette capacité à vibrer dans la forêt, à être connecté à elle, et puis par les mythes et légendes, voilà, j'ai essayé par tous les moyens de faire exister ce lieu, et en fait, c'est par les personnages et leurs liens aux animaux qu'ils croisent. Enfin, mais c'est vrai que c'était un gros questionnement pendant tout le temps de l'écriture, qui continue d'ailleurs, parce que voilà, je pense que c'est comme Alexia, Paul, parler du beau, comment est-ce qu'on fait? On peut faire un essai, mais parce que là, on n'est pas dans le roman, et comment faire du personnage et du vivant et du romanesque avec des idées aussi qu'on peut avoir un peu théoriques. Moi, je vais aller plus loin. Je pense qu'ils sont très sensoriels, vos romans, parce qu'ils nous mettent en éveil les sens. C'est-à-dire qu'on a les sons. Alors, on a le bruit du train. Dans le lourd, on a les silences. Et les silences, c'est un son. Même si on pense que c'est le contraire, c'est très important, les silences. Pareil, chez Perrine, la maison avec les portes qui claquent, les planchers qui grincent, tout ça, c'est très important. Après, on a évidemment la vue. On imagine tout de suite la Joconde, cette forêt, pareil. Là, Jack et Anna, le décor qu'il y a. Chez Alexia, c'est pareil. Le ténor, on a tout de suite les décors d'opéra. On a les sons très sensoriels. Ça aussi, c'est une réussite dans vos 5 romans et c'est un point commun, c'est-à-dire qu'on visualise très bien. Alors, j'imagine qu'on ne visualise pas tous de la même manière et tant mieux à quoi ils ressemblent. Est-ce que vous les voyez vraiment? Est-ce que vous les imaginez? Est-ce que vous seriez capable de les dessiner, vos héros? Oui. Alors, d'ailleurs, sur la question précédente, c'est vrai que c'était très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que pour décrire un lieu en littérature, la description ne suffit pas. Enfin, il faut faire une description incarnée, une description vivante. Et là, on rejoint le côté de la sensorialité, le côté ce pouvoir d'évocation de la littérature. Et personnellement, j'avais dessiné les plans de la maison. J'avais fait un croquis du jardin et de la maison, en fait, de manière très précise pour pouvoir m'immerger dans la maison et que le trajet dans la maison soit la permanence, en fait, du roman. C'est-à-dire que tout change dans la vie de la narratrice, sauf cette maison et ce jardin. Le trajet, en tout cas, la circulation dans les pièces reste la même. Et c'est une permanence que j'avais envie d'ajouter au roman. Et donc, pour ce faire, oui, j'ai dessiné la maison. J'ai aussi dessiné les personnages, d'ailleurs. Mais ça, c'est parce que j'aime dessiner depuis que je suis toute petite. Et pour moi, les actes de création, de l'écriture et du dessin ont toujours été conjoints. Et donc, pour moi, quand j'écris de manière assez picturale et quand je dessine, je raconte des histoires. Donc, c'est vrai que pour moi, les deux gestes de création sont tout à fait entremêlés. Oui. Mathieu, vous aussi, il y a la grande solitude du cheminot, du conducteur de train, parce qu'elle existe, vous en parlez. Il y a aussi la solidarité. Tout ça, on le visualise et on l'entend.
C'est ça qui est dingue. Même si on a l'impression de vivre au rythme de cette locomotive et de ce train, on entend tout ça. Tous les parasites et tout ce qui apporte et qui fait la richesse du conducteur de train. Oui, c'est peut-être plus ça que j'ai essayé de relater parce que les portraits, je n'avais pas besoin de les dessiner. Ils existent même en photographie. Mais oui, c'est l'aspect collectif dans la solitude aussi que je voulais relater. Et ce collectif-là que le narrateur retrouve, dont il fait l'apprentissage à travers cette expérience dans le monde du travail, ben moi, en tant qu'écrivain, je me suis retrouvé à la vivre à travers le travail, un travail que je découvrais avec l'éditeur, le correcteur, et puis aussi l'imprimeur, etc. Et en fait, c'est là-dessus que je voulais rebondir par rapport à ce que disait Alexia, c'est que cette solidarité, dans mon cas, ce n'était pas un manque, parce que en fait, je la découvre dans chaque milieu. Simplement, c'est son extension qui demande juste à être exprimée au-delà de ces micro-mondes. Il y a une thématique qui est très importante dans le livre d'Alexia, ce sont les rencontres. Les rencontres qui changent des vies. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a eu des rencontres qui ont changé ta vie? Moi? Oui, comme celle d'Elio. Elio, il a une rencontre que sa vie va changer. Est-ce que toi, tu as eu aussi une rencontre, puisque tu parles de rencontres qui peuvent changer sa vie? Et pareil, est-ce que dans une carrière, comme une carrière de ténor ou d'un peintre ou d'un directeur de musée du Louvre, est-ce que tous les sacrifices valent le coup dans une carrière? Il y a ça aussi comme thématique. Alors, évidemment, j'ai eu des rencontres qui ont changé ma vie. Je pourrais dire le truc un peu tarte à la crème, les livres ont été une rencontre qui a changé ma vie. Et vraiment, c'est sincère. Je viens d'une famille où il n'y avait pas de livres, on ne lisait pas. Donc l'école a été le lieu de la révélation. Enfin, le collège, le lycée a vraiment été le lieu de la révélation de la lecture. Et donc moi, je mets tout le temps en premier et en avant les professeurs de français qui m'ont donné accès à la lecture, à un monde différent, qui m'ont donné confiance. Et il y a eu sur le chemin ensuite un peu avec différents emplois, métiers, places que j'ai essayé. Il y a eu à chaque fois vraiment, j'en ai fait l'expérience parce que des rencontres providentielles. C'est pour ça que je tenais, moi, à ce que Elio bénéficie de ces regards bienveillants, de ces mains tendues. Et je crois que je voulais raconter, effectivement, et donc un peu rendre aux gens qui m'ont aidée. Je voulais vraiment qu'il y ait ça dans le livre pour que les lecteurs puissent se dire « Ah oui, mais c'est beau quand c'est comme ça ». Et chacun dans nos vies de tous les jours, il faut être deux pour une rencontre, voilà. Et c'est vrai que moi je voulais insister, ce que disait Mathiam là m'a touchée parce qu'il disait voilà, dans mon existence à moi je fais l'expérience de la solidarité, mais évidemment il faudrait que ce soit un peu plus incarné socialement. Enfin, après c'est une histoire d'échelle. Voilà, moi c'était aussi cette chose là, dire à quel point on peut aider des gens sans même forcément le savoir. Et je voulais attirer l'attention sur l'importance de ça, des mains tendues, y compris vis-à-vis des gens dont on n'imagine pas à quel point ils en ont besoin. Mais 20 ans après, 30 ans après, moi je me souviens de tout petits gestes et de regards ou de paroles qui ont vraiment changé ma vie. J'ai aussi une question pour Paul, qui est évoquée dans son roman. Est-ce qu'on peut échapper à l'emprise de la beauté? Ça serait presque une question de philo, mais est-ce qu'on peut en échapper à l'emprise de la beauté? Je crois que c'est assez personnel. Je crois que ça dépend un peu de notre rapport qu'on a à la beauté, si elle est importante ou pas pour nous. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de cultiver le beau esthétique autour d'eux. Ils le cultivent peut-être d'une autre manière, mais si on s'arrête à la forme.
De toute manière, on a tous besoin de beauté d'une manière ou d'une autre. Mais si on s'arrête à la forme, je pense que c'est assez personnel. Je pense que ça peut être un fardeau. Et ce que j'ai essayé aussi de montrer dans le roman, c'est que pour mon personnage principal, c'est un fardeau. On lui a tellement inculqué cette notion du beau et d'une certaine manière de voir la beauté qu'en fait, il en éprouve presque il en est encombré, en fait. Et c'est pour ça que tout au long du livre, il va chercher à réévaluer son regard sur les choses, et avec difficulté. Donc voilà, on est tous, tout ça c'est très, comment dire, tout ça c'est très personnel. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas être dogmatique sur la beauté. Il y a autant de manières autant de manières d'apprécier le beau qu'on est d'habitants sur cette terre. Et je rejoins un peu ce que disait Perrine à propos justement de l'empathie, le roman comme exercice d'empathie. Je pense qu'il faut notre travail d'auteur, il suffit pas d'imaginer les personnages, il faut les comprendre. Et il faut essayer de comprendre, c'est l'étape d'après en fait. On imagine un personnage, après on essaie de comprendre pourquoi il pense comme ça. Et c'est là en fait où peut-être on peut apporter quelque chose, on peut apporter une diversité de points de vue. C'est le cas par exemple dans mon roman, c'est le cas sur la beauté. J'essaye de montrer toutes les façons qu'il y a d'aimer la beauté, voilà, avec son corps dans le cas de Gaetano, avec son cœur dans le cas d'Homero, etc. Et voilà, c'est la possibilité, je pense que c'est la force du roman, c'est de pouvoir comment dire, inciter le lecteur à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et d'épouser le temps de la lecture, son point de vue, et de le comprendre véritablement. Voilà. Marie, moi je voudrais qu'on revienne sur, donc c'est un épisode un peu, moi que je ne connaissais absolument pas, que vous nous avez raconté dans votre roman, puisque ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont donc les immigrés japonais qui sont un peu chassés par les Canadiens. À l'heure où on est en train de faire de la censure partout dans les livres, sur plein de choses, je ne vais pas revenir sur le sujet, là il s'agit, donc c'est un livre aussi sur l'exclusion et sur le racisme. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous êtes posé des questions? Parce qu'il y a aussi des légendes autochtones dans votre livre, hein, puisqu'il y a aussi des questions de contes. Est-ce que ça vous a posé un problème ou vous êtes dit, j'y vais, je fonce Je pense qu'on se pose toujours beaucoup de questions quand on écrit sur la légitimité à s'emparer d'un sujet. On parlait d'empathie, de se mettre à la place des personnages, jusqu'où on peut aller dans cette projection. Je me suis posé beaucoup de questions et puis je suis allée quand même parce que ces deux histoires-là me tenaient à cœur. Les légendes autochtones, c'était cette façon de faire vivre la forêt, de l'incarner aussi, comme je disais tout à l'heure. Et quant à cette histoire de Japonais internés pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, Canada, ils ont fait la même chose. Sans dire que l'histoire se répète, parce qu'elle ne se répète jamais. Ce qui m'a frappée, c'est ces espèces de récurrences quand il y a des crises, parce que cette exclusion a commencé pendant la crise de 29, quand il y a des problèmes économiques, on cherche un coupable, qui est-ce qui prend le boulot, toute cette espèce de rhétorique de l'exclusion de l'autre, de l'intolérance, qui revient par bouffées partout, tout le temps dans l'histoire. C'est des choses qui m'obsèdent, que je vois aussi par mon autre casquette. Et voilà, donc c'était encore une histoire d'exclusion, encore une histoire de rejet de l'autre. Voilà, on n'en vient jamais à bout de ça. Et à chaque fois qu'on croit encore, qu'on se dit plus jamais ça, c'est bon, bah en fait non. Et voilà, on est bien patient en Europe pour le savoir. Donc je voulais explorer ça, mais que ce soit pas non plus quelque chose de lourd dans le livre, et que ce soit pas un bouquin de journaliste qui dit voilà ce qui s'est passé dans l'histoire, que ce soit le contexte de la vie des personnages et qu'ils soient par ailleurs attirés par la lumière. C'était important pour moi, par la beauté aussi de ces forêts, de cette poésie, de cette capacité qu'ils ont tous les deux à s'émerveiller malgré ce qu'ils ont vécu. Je crois que ça, c'est quelque chose qui me touche chez des personnes qu'on peut rencontrer qui gardent cette capacité d'émerveillement et d'être touchés par la beauté malgré l'horreur qu'on peut tous vivre. Perrine, mais aussi question dans votre roman du temps qui altère et surtout de l'enfance. Pensez-vous qu'on soit plus libre quand on est enfant? Parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de souvenirs dans votre roman et qui sont beaucoup liés à l'enfance et vous n'arrêtez pas de nous dire que quand on est enfant, on est beaucoup plus libre. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ça, qu'on est beaucoup plus libre quand on est enfant? En fait, c'est une liberté, c'est des contraintes aussi quand on est enfant, c'est-à-dire que c'est une dépendance permanente d'être enfant.
Donc en fait, ce que la narratrice regrette dans son enfance, c'est plutôt une illusion de liberté. Et en fait, au fur et à mesure du roman, elle est censée aller vers un apaisement justement de cette idéalisation de l'enfance. Donc son enfance est idéalisée par la narratrice et je dois dire que c'est aussi sclérosant pour elle en fait. Elle est dans une prison de ses souvenirs, une prison aussi déformante, c'est-à-dire que la manière dont elle perçoit son enfance est colorée par un filtre qui l'enjolive en fait. Et donc, je ne tirerai pas ce genre de conclusion de dire qu'on est plus libre en tant qu'enfant. Disons qu'on troque une dépendance pour une autre, peut-être en grandissant. Et on peut être tout à fait libre en étant adulte. Ça donne espoir. Moi, j'aimerais bien poser une question à ces 5 auteurs. Quel a été pour vous votre choc de lecture? Le livre que vous emporteriez sur une île, un livre que vous reliriez tout le temps, qui vous a apporté, qui vous a changé. Un livre, un, pas deux, hein, parce qu'à chaque fois, tout, on me fait le coup. Non, mais il y a aussi ça, non, un livre. Oh, c'est dur. Ah non, c'est pas dur. Ne vous battez pas. Ah non, mais c'est pas facile ça. Rien n'est facile dans la vie, Perrine. Comme écrire un livre, ce n'est pas facile. Donc, répondre aux questions, ce n'est pas facile non plus. Ouais. Je sais. Mathia, oui. Mathia, il a la réponse. Oui, moi je vais prendre le dernier qui m'a marqué, Cédric Demangeot, Le foudroiement des conclusions. Parce que c'est à chaque phrase chaque fois que je suis amené à relire la même phrase, je comprends encore d'autres choses. Et du coup, autant prendre un livre de poésie, car bon, si c'est pour prendre une histoire qui me semble m'amener d'un point A à un point B, voilà. Un peu comme, je veux citer Georges Perros, comme ça j'aurais fait une citation aujourd'hui. Il explique la poésie est obscure, non pas parce qu'on ne la comprend pas, mais parce qu'on n'a jamais fini de la comprendre. Du coup, voilà le livre que j'amènerai sur une île. Mais j'espère rester sur le continent. Perrine, un livre. Alors, vous avez trouvé le livre, Le Choc? Oui, après de nombreuses hésitations, je dirais que Le Choc, ça a peut-être été à rebours de Huysmans. Je dirais pas que c'est mon livre préféré, mais ça a été un livre choc, puisque justement cette esthétisation jusqu'à la névrose de son environnement par le héros, et donc l'ornementation du style à outrance aussi, m'a paru complètement invraisemblable et déconnectée de tous les impératifs de la narration en fait. Donc je trouvais ça vraiment intéressant comme roman parce qu'en fait c'est un roman qui se permet des libertés absolues quant au schéma actentiel traditionnel et qui a là un pouvoir aussi d'association des mots qui fait basculer du côté de la synesthésie. C'est très sensoriel et donc vraiment oui, c'est un roman qui m'a particulièrement impressionnée parce que c'est un roman qui est laboratoire du romanesque en fait. Voilà, c'est ma réponse. Paul? Oui, moi, c'est une question très difficile, effectivement. Moi, je vais en citer un que je n'ai pas relu. Je ne sais pas si c'est... Mais c'est un roman qui a été important pour moi dans ma vie d'adolescent, c'est Le Grand Maulne. Et je pense, pourquoi, j'essaie de réfléchir pourquoi. Peut-être parce que je l'ai lu comme si j'avais rêvé. Et il a mobilisé chez moi toutes les sensations qu'on peut avoir dans un rêve, c'est-à-dire une espèce d'image diffuse, flou, quelque chose de flou comme ça, et pourtant qui m'a vraiment, qui sont des images persistantes, qui m'ont accompagné longtemps. Voilà. Je pense que c'est un roman qui a une très grande force d'évocation. Et pour autant, on a tous une idée très différente de ce que c'est que cette histoire. Et je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue littéraire. Alexia, est-ce que tu as trouvé ton livre choc? J'en ai trouvé plein, mais donc je vais citer... Oui, j'ai bien compris. Je vais citer La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est un livre qui m'a bouleversée,
Mais au-delà de ça, j'ai trouvé dans ce livre une forme d'autorisation. Je suis restée très marquée, par exemple, par les moments, et je m'identifiais totalement, j'ai pas honte de le dire, avec donc ce jeune Romain qui veut être écrivain et qui se contente de chercher un pseudonyme ou d'essayer sa signature. Et puis tout me parle, le rapport à la fiction, sa propre vie perçue quasiment comme de la matière romanesque, la mer envahissante et ce fils qui n'arrivera jamais, ou qui essaye d'être à la hauteur des espérances mises en lui, mais qui craint de les décevoir. Il y a là-dedans une humanité, un rêve, un côté bigger than life, mais qui tient dans un roman qui est d'une sensibilité et d'une émotion. Et puis, je l'ai relu pour le coup il n'y a pas longtemps, ça marche encore. Je l'ai fait lire, je l'ai fait découvrir à mes filles adolescentes. On en a parlé très très longuement. Voilà, La promesse de l'aube. Marie? J'ai changé 50 fois d'idée depuis tout à l'heure. C'est un peu la roue de la fortune, là, je vais faire. Et non, là, tout d'un coup, j'ai envie de parler. Dans mes premiers chocs, je crois que c'était le Horla de Maupassant. Parce que j'étais pas pareil, j'étais enfant, j'ai regardé beaucoup la télé. Je suis grandie devant la télé, comme quoi ça peut pas totalement pervertir. Et je crois que quand j'ai découvert le Horla, c'était un moment où je me suis dit, bah, toutes ces histoires fantastiques et d'horreur que je regardais à la télé, en fait, on peut utiliser cette matière pour en faire des livres. Et je garde des images, des sensations extrêmement fortes de cette nouvelle qui a été vraiment pour moi l'entrée dans les livres quoi, au collège, un espèce de choc. On voit le verre d'eau à côté du lit le matin quand il se réveille et qu'il voit que l'eau. Faudrait que je le relise parce que ça se trouve, j'ai inventé des souvenirs de cette nouvelle qui ne sont plus tout à fait ceux de lui, mais voilà, j'ai envie de parler de cette belle Il y a un nouvelle. mot commun aussi que j'ai oublié parmi vos 5 romans, c'est le mot destin. Alors, si vous aimez les histoires de solitude, de solidarité, de destin, de résilience, toutes les thématiques de beauté, de liberté, de transmission, il faut absolument aller voter sur le site de lecteur.com pour soit l'allègement des vernis de Paul Saint-Brie, sorti aux éditions Philippe Ray, soit pour Des lendemains qui chantent d'Alexia Strezzi, paru aux éditions Flammarion, encore Mécano de Mattia Felice, sorti aux éditions POL, ou encore Perrine Tripier, Les guerres précieuses, sorti chez Gallimard, ou enfin Les mangeurs de nuit de Marie Charelle, sorti aux éditions de l'Observatoire. Donc vous avez jusqu'au 7 juin minuit pour voter. Le lauréat sera connu donc le 14 juin. Moi, je vais vous remercier pour tous ceux qui ne vous ont pas encore lu. Donc, j'ai envie de dire, ils ont une chance parce qu'ils vont lire 5 fabuleux romans. Donc, allez les lire. Pour ceux qui vous ont déjà lu, allez les relire maintenant que vous avez des éclairages particuliers un petit peu. J'ai essayé ce soir d'être le plus exhaustif possible. Ces 5 romans. En tout cas, moi, je vous remercie. Je voudrais juste avoir une petite pensée émue pour Luca Di Fulvio qui nous a quittés ce matin. C'est un de vos confrères. Il était venu 2 fois dans nos rencontres. Une grande pensée pour sa femme Elisa qui avait servi de traductrice. On pense à lui et tous ses livres sont disponibles chez Pocket. En tout cas, encore un grand merci, messieurs, mesdames. On croise les doigts. Rendez-vous le 14 juin pour le résultat. D'ici là, portez-vous bien. Belle vie à vos romans. Et on remercie la Fondation Orange et le site lecteur.com. Je vous souhaite une belle soirée.